Cet épisode est une présentation du magazine Affaires universitaires publié par l'Association des universités et collèges du Canada. www.affairesuniversitaires.ca. En fait, le livre qui m'a probablement le plus marqué, c'est Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Ma mère m'avait offert le contrat social quand j'étais au secondaire. Rousseau présente une vision en fait de ce que pourrait être l'homme pré-social. C'est un livre qui m'a initié à la philosophie de la plus belle des façons. Donc j'ai été interpellé à un niveau très personnel, très sentimental en fait justement sur les préoccupations de justice sociale, préoccupations de qu'est-ce qu'une société, quel est notre rôle dans cette société-là. Qu'est-ce qui m'a marqué? C'est beaucoup la conception de la propriété, en fait. Donc, les premières questions qui sont soulevées dans le contrat social. Qu'est-ce que la propriété? Qu'est-ce qui justifie la propriété? Toutes les questions, justement, de pourquoi est-ce qu'on aurait des obligations? Pourquoi est-ce qu'on aurait des devoirs envers autrui? Bonjour, M. Robichaud. Bonjour. Merci. Qu'est-ce que l'homme naturel? Donc, c'est assez intéressant, en fait, pour comprendre, justement, comment on en est venu à être organisé de la façon qu'on est là. Donc, comprendre l'avant-société permet de mieux comprendre, en fait, la réalité sociale. Aujourd'hui, les publications universitaires abordent la question de la redistribution de la richesse en compagnie de David Robichaud. Professeur de philosophie, il s'intéresse à l'éthique des affaires, à l'organisation des institutions démocratiques et à la philosophie morale. Il sera avec nous pour parler du livre qu'il a écrit avec Patrick Turmel, La juste part, repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grille-pains. Monsieur Robichaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre essai écrit avec Patrick Turmel. Monsieur Robichaud, est-ce qu'on peut résumer votre livre comme un essai qui tente de penser la saine redistribution des richesses? Absolument. En fait, c'est une des conclusions auxquelles le livre aboutit. La prétention, ou en fait ce qu'on a essayé de faire dans l'essai, est un peu plus large que ça, par contre. Ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est de repenser justement ce concept de juste part, qui est un peu galvaudé, qui est devenu quelque chose comme un concept purement économique. Donc, faire sa juste part, ce serait essentiellement de contribuer économiquement dans la société et recevoir des biens et services pour lesquels on a payé. On trouvait un peu navrant, en fait, de travailler avec un concept comme celui-là. On a vu, en fait, dans la crise étudiante, le ministre Bachand a utilisé le concept de juste part, justement, avec une connotation très économique. Et on voulait aller un peu plus loin, essayer de voir c'est quoi, au fond, faire sa juste part, en sortant du cadre purement économique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'appartenir à une société? Qu'est-ce que c'est que contribuer socialement? Et qu'est-ce que c'est aussi que recevoir, justement? Qu'est-ce qu'on reçoit de cette société-là? Donc, ça permet en fait de repenser ce qu'est la contribution individuelle et ça permet aussi de réfléchir avec des termes nouveaux sur les questions de redistribution. Donc, ça permet en fait de proposer justement une justification de la redistribution des richesses qui n'est pas simplement basée sur un devoir moral, par exemple, que les riches auraient envers les pauvres ou justement une espèce de charité sur laquelle on pourrait justifier des obligations de redistribution ou justement des politiques de redistribution. Et ça permettait d'élargir un peu justement ce débat-là en réintégrant des contributions auxquelles on ne pense pas. Donc, par exemple, simplement le fait de se comporter avec civisme, donc de respecter des normes morales, de respecter les droits individuels, etc., c'est des contributions, c'est des comportements qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de certaines institutions, au bon fonctionnement du marché, et on rend possible, en fait, par exemple, l'établissement d'une économie de marché stable et efficace. Donc, en réintégrant un ensemble de contributions qu'on doit justement considérer comme étant fondamentales dans nos sociétés, ça permettait d'élargir le débat et, entre autres, justement, de conclure à une justification ou à un devoir de redistribution vers les personnes les moins nanties qui n'était pas simplement basé sur une justification morale. Est-ce que vous diriez que votre livre est en partie une réponse réfléchie au gain de popularité du Tea Party et du mouvement libertarien en Amérique du Nord? En fait, le livre peut être lu comme tel, ça, il n'y a aucun doute.
Par contre, ce à quoi on s'attaque dans le livre, c'est un peu la trame de fond sur laquelle se positionnent ces mouvements-là. Une espèce de vision de la société très atomisée où on a des individus qui sont les seuls acteurs, qui sont seuls responsables de leur situation, richesse ou pauvreté. Donc, une société qui a de moins en moins besoin d'institutions, qui a de moins en moins de liens, en fait, entre ces individus-là. Et donc, évidemment, des mouvements comme le Tea Party ou des mouvements néolibéraux ou ultralibéraux vont utiliser cette espèce de vision-là de la société pour promouvoir certaines politiques, certains projets. Par contre, ça ratisse beaucoup plus large que ça dans la mesure où il y a plusieurs intuitions qui sont reprises, en fait, notamment par des partis libéraux. En fait, le Parti libéral du Québec, par exemple, propose souvent une vision de la société qui utilise ou qui bâtit sur, justement, des idées telles que celles qui sont présentées dans le livre. Donc, évidemment, il y a certains groupes qui les amènent à un aboutissement un peu plus radical, mais c'est de plus en plus accepté et c'est de plus en plus omniprésent, en fait, dans le discours d'avoir une espèce de, justement, vision de l'individu responsable de sa situation. Et on justifie sur cette base-là un désengagement de l'État et un retrait, justement, des politiques de sécurité sociale, le système de santé universel et plus récemment, en fait, justement, toutes les questions entourant le droit à l'éducation. Et dans votre livre, vous travaillez des arguments et des idées, et une de celles-là que vous avez retenues, c'est, on pourrait dire, une formule populaire. Taxer davantage décourage les gens à travailler. Qu'est-ce que vous dites de ça? En fait, ce qu'on remarque quand on se penche sur la question, c'est que c'est complètement faux. Et c'est faux à deux niveaux. C'est faux au niveau théorique et c'est faux au niveau empirique. Donc, les économistes, en fait, ne peuvent pas démontrer théoriquement que l'augmentation de l'impôt va avoir un effet négatif sur la disposition ou la motivation à travailler. Tout ce que les économistes arrivent à démontrer, c'est que les individus obéissent à des incitatifs. Donc, évidemment, le salaire est un incitatif énorme. Si on vous augmente votre salaire, bien, vous allez probablement être plus disposé à travailler. Cependant, de dire que de taxer davantage va réduire la motivation à travailler, c'est d'aller dans une direction qui n'est absolument pas appuyée par la théorie parce qu'on pourrait tout à fait défendre l'inverse. On pourrait tout à fait dire un individu qui se voit prélever, disons, 28 ou 30 ou 50 de son revenu va être motivé davantage à travailler, en fait, pour aller récupérer en travaillant davantage d'heures ou en travaillant de façon plus intense. Donc, évidemment, une des possibilités, c'est que le fait de retirer une partie des incitatifs aux individus va faire en sorte qu'ils vont être moins motivés à travailler. Ensuite, d'un point de vue empirique, les études qui ont été faites où on évalue en fait la motivation à travailler ou le nombre d'heures travaillées par les individus dans des États ayant des niveaux de taxation très élevés ou des États où la taxation est moins sévère ou moins élevée, il n'y a aucune différence. En fait, il n'y a aucune corrélation qu'on peut établir entre justement le niveau de la taxation et le nombre d'heures que les citoyens sont prêts à travailler, soit dans une journée ou dans une année. Dans votre livre, vous remettez sur la table la question de la taxe Pigou. Qu'est-ce que cette taxe? En fait, la taxe Pigou, les taxes pigoviennes, visent essentiellement à rendre le marché plus efficace. Donc, ce qu'on vise à faire avec ces taxes-là, ce n'est pas simplement redistribuer de la richesse, c'est rendre les comportements collectivement nuisibles plus coûteux pour l'individu et rendre les comportements collectivement bénéfiques moins coûteux pour l'individu. Par exemple, qui serait imposé aux consommateurs de très grosses cylindrées, donc de voitures très énergivores. On pourrait décider, si on souhaite limiter la présence de ces véhicules-là sur nos routes, on pourrait décider d'imposer une taxe à l'achat ou d'imposer une taxe supplémentaire sur l'essence qui rendrait l'utilisation de ces véhicules-là plus coûteuse. Ce que ça permet de faire, en fait, ça permet de faire en sorte que l'individu ait moins intérêt à consommer ces biens-là et à utiliser ces biens-là, ce qui est collectivement bénéfique. Le problème, en fait, souvent, c'est que ce qui est désirable collectivement n'est pas nécessairement désirable individuellement. Donc, la taxe Pigou, en fait, permet de faire deux choses. Ça permet de rendre moins désirable pour l'individu certains comportements comme la consommation de ces biens-là. Et ça permet aussi, avec les sommes récoltées, d'investir pour subventionner ou pour rendre moins coûteux certains autres types de comportements, comme, si on veut rester dans le domaine automobile, l'achat, par exemple, d'une voiture hybride ou d'une voiture électrique. Donc, ça permet, en fait, à des individus qui n'auraient peut-être pas eu les moyens, sans cette subvention-là, de se procurer une voiture telle que celle-là. Et ça permet à l'individu d'avoir dans son intérêt
l'achat de cette voiture-là. Et le fait d'agir pour son seul intérêt va amener en fait des bénéfices collectifs qui sont que, essentiellement, à la fin du processus, il va y avoir moins de véhicules énergivores sur les routes et plus de véhicules électriques sur les routes. En lisant votre livre, on voit que vous êtes interpellé par une question. C'est la question des revenus stratosphériques des grands patrons d'entreprise. Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette question? En fait, plusieurs choses. D'abord, je veux être très clair sur un point, c'est que ce ne sont pas les inégalités salariales en tant que telles qui sont condamnables. On a d'excellentes raisons de rémunérer différemment des contributions différentes selon notre désir, en fait, selon nos préférences sociales. Donc, si le seul moyen de motiver des chercheurs à découvrir un remède au cancer, c'était de leur offrir des salaires absolument faramineux, bien, on pourrait collectivement décider que c'est la meilleure façon, en fait, d'investir ces sommes-là. Donc, les inégalités, en fait, pas les inégalités en tant que telles, mais le fait de rémunérer différemment des contributions différentes est un moyen d'amener les gens les plus compétents à œuvrer dans des domaines où ils seront le plus utiles socialement, donc où ils vont nous produire un maximum de biens et services désirables. Là où on sème un doute, en fait, c'est sur l'idée qu'il y aurait une justification derrière ces salaires-là. Donc, derrière des salaires qui sont absolument astronomiques. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a, encore une fois, des études qui se sont penchées justement sur le rapport qu'il pouvait y avoir entre la performance des dirigeants et leurs revenus. Et on a été incapable, en fait, d'établir une corrélation ou une relation entre, justement, la performance et le salaire. Donc, on ne peut pas défendre l'idée selon laquelle un individu aurait un salaire de plusieurs millions par année sur la base du fait que cette personne-là est radicalement supérieure à tout autre pour, justement, occuper ce poste-là. Ce qui nous reste, en fait, comme justification, c'est une justification sous forme de concours. Donc, on présente les salaires comme étant une façon de motiver non pas simplement la personne qui occupe le poste de direction, mais aussi toutes les personnes qui aspirent éventuellement à occuper ce poste-là. Donc, est-ce qu'on a effectivement besoin d'offrir des salaires de plusieurs millions annuellement pour motiver des personnes à travailler à la hauteur de leurs compétences? Peut-être que nous avons tort sur cette question. En fait, la réponse est purement empirique, mais on en doute fortement. M. Robichaud, dans votre livre, on voit que vous cherchez à démystifier le rôle joué par l'excellence par rapport aux inégalités économiques. Pourquoi? En fait, on a une fâcheuse tendance à tout expliquer par le mérite individuel. Le mythe du self-made man qui serait parti de rien, donc il y a un paquet de récits de gens qui sont nés dans des communautés excessivement pauvres, des contextes familiaux très difficiles et qui sont devenus milliardaires en fait par la simple force de leur caractère, leur discipline, leur motivation, leur intelligence, etc. Il y a une partie qui est vraie en fait. Donc, c'est très difficile de réussir sans avoir une discipline, une ardeur au travail, une intelligence, etc. Donc, le contraire serait étonnant. Par contre, là où on fait une erreur, c'est d'imaginer que ça suffit pour expliquer justement le succès que quelqu'un va avoir sur le marché. Il y a plusieurs recherches qui, notamment, ont été présentées dans un livre récent de Malcolm Gladwell, Les prodiges, en fait, où on déconstruit un peu cette espèce d'image-là du prodige qui, par lui-même, par sa seule force, par sa seule passion, par sa seule intelligence, serait capable de s'amener au-delà de la masse et de créer des choses qui n'auraient pas été créées sans lui. Donc, on prend l'exemple, par exemple, des milliardaires de l'informatique, des Bill Gates et autres. On prend l'exemple des joueurs de hockey qui, justement, sont considérés comme étant dans la Ligue nationale, par exemple, pour la simple raison qu'ils étaient effectivement meilleurs que d'autres. Et on se rend compte, en fait, que ça ne fonctionne pas du tout. Et je vous donne un exemple peut-être un peu plus troublant dans nos sociétés démocratiques parce qu'on peut se dire, bon, ben les millionnaires, ils ont eu un coup de chance. Par contre, il y a des domaines où c'est beaucoup plus choquant, entre autres au niveau de l'éducation primaire. Pour entrer à l'école primaire, en fait, il faut être né avant une date butoir qui est le 1er septembre, je crois. Donc, la date change d'un État à l'autre, mais ce qui fait en sorte que dans la même année scolaire, on a des individus qui sont presque une année plus vieux que les cadets. Donc, quand on a observé, en fait, les résultats scolaires obtenus par, justement, les plus vieux et les plus jeunes d'une même année scolaire, on a observé en moyenne des disparités qui pouvaient aller jusqu'à 14 %. Ce
qui peut sembler un peu banal et un peu inoffensif. Le problème, c'est qu'en fait, ce 14 % peut permettre d'entrer dans des meilleures écoles secondaires, peut permettre d'avoir un meilleur encadrement, peut permettre par la suite d'entrer dans des meilleures universités, etc., etc. On voit un peu comment ça peut faire boule de neige. Et donc, il y a un impact énorme à certains petits détails tels que celui-là, qui peut déterminer en partie si on va avoir du succès ou non, justement sur le marché ou ailleurs dans la vie sociale en général. M. Robichaud, dans le livre que vous avez écrit avec Patrick Turmel, vous parlez du moteur nécessaire à l'économie américaine. Vous dites qu'il s'agit d'une illusion économique. Quel genre d'illusion? En fait, on a réussi à convaincre beaucoup de gens que la richesse démesurée, accaparée par une petite minorité de la population, allait éventuellement bénéficier à tous. Quand, en fait, on demande aux gens si ils ont l'impression de vivre dans une société relativement égalitaire et on leur montre différents modèles de distribution des richesses, systématiquement, les gens croient vivre dans une société qui est plus égalitaire que celle dans laquelle ils vivent, d'une part. Ensuite, les gens se leurrent sur leur position personnelle dans justement dans cette organisation économique-là. Donc, quand on propose, il y a eu une étude en fait aux États-Unis où on proposait des réductions fiscales pour les personnes les mieux nanties qui visaient le 1 % le plus riche de la population. Et on a interrogé la population en leur disant, bon, on propose ces réductions fiscales-là. Elles vont avoir un avantage significatif pour le 1 % les plus riches de notre nation. Est-ce que vous allez profiter de ces avantages-là? Et à cette question-là, 19 % des gens répondaient oui. En fait, je pense que je serai une des personnes qui sera avantagée par cette situation-là. Ensuite, quand on a demandé si vous n'êtes pas immédiatement avantagé, est-ce que vous avez l'impression qu'éventuellement vous serez avantagé par ces politiques-là? Les gens répondaient oui. En fait, j'ai l'impression que je serai éventuellement avantagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 40 % de la population américaine qui pensent faire partie du 1 % le plus riche ou qui pensent éventuellement faire partie du 1 % le plus riche. Donc, on a une espèce d'illusion par rapport à la mobilité sociale, alors que quand on observe les chiffres par rapport justement aux possibilités de mobilité sociale, les États-Unis sont un des pires endroits en Occident pour justement espérer améliorer notre situation socio-économique. Donc, c'est une illusion. En fait, on parle de l'illusion capitaliste dans la mesure où il est faux d'affirmer que finalement, peu importe où se retrouve la richesse, tout le monde va finir par y trouver son compte et tout le monde va finir par justement bénéficier de cette richesse-là. C'est tout à fait faux. En tout cas, empiriquement, on n'a aucun appui à une position telle que celle-là. Si on peut résumer un peu l'esprit de votre livre, c'est un plaidoyer pour l'impôt progressif. Quel est votre argument suprême pour justifier l'impôt progressif? L'argument suprême, en fait, c'est qu'on doit arrêter de voir l'impôt comme l'État qui vient chaparder une partie de notre revenu sans vraiment avoir de légitimité ou de raison de le faire. Donc, en proposant une vision un peu plus substantielle de ce qu'est une société, donc des contributions qui sont faites par chacun et des bénéfices que chacun en retire, on arrive à la conclusion, en fait, que les personnes bien nanties, les personnes très riches dans nos sociétés, bénéficient énormément des institutions et du cadre dans lequel on a rendu possible leur enrichissement. Donc, évidemment, un individu perdu sur une île déserte ne pourrait pas créer des richesses et créer des biens d'un certain niveau de complexité. On a besoin d'institutions, on a besoin d'une division du travail, on a besoin d'une production de connaissances qui est faite par d'autres individus autour de nous. Et on a surtout besoin que la population en général respecte des règles de base telles que, entre autres, les droits de propriété. Donc, si on vit dans une société où les droits de propriété sont respectés de façon très scrupuleuse, il devient possible, en fait, d'accumuler des richesses et de créer des richesses. Donc, pour les personnes les mieux nanties, pourquoi ou comment on peut justifier, en fait, qu'ils aient à payer une plus grande part de taxes? Bien, c'est ni plus ni moins parce qu'ils ont bénéficié davantage de ce que la société avait à leur offrir et ils ont tiré davantage de bénéfices, justement, de ces sociétés-là. Donc, pour compenser pour ce qu'ils ont reçu d'une certaine façon, bien, c'est tout à fait normal ou tout à fait justifié de leur demander de contribuer davantage sous forme de taxes et d'impôts, de façon à retourner d'une certaine façon à la société une part importante de richesse
qui permettra par la suite, en fait, de maintenir ces institutions-là et de maintenir la structure qui leur a permis, en fait, de s'enrichir et de créer les richesses qu'ils ont créées. Monsieur Robichaud, dans votre livre, vous essayez de penser et de réfléchir la liberté et l'organisation sociale en fonction de deux philosophes, Thomas Hobbes et John Locke. Qu'est-ce qui était différent entre ces deux philosophes à propos de la liberté et de l'organisation de la société? Ouais. En fait, on a un penchant pour la vision de Hobbes de la société et de la formation de la société. Locke proposait une vision de la société, en fait, où dans la nature, en fait, où naturellement, on a une disposition à respecter et à obéir à certaines règles, telles que les droits fondamentaux, par exemple. Donc, on aurait naturellement une tendance à respecter le droit à la vie, le droit à la propriété privée, etc. Donc, pour Locke, il est possible d'avoir une société, ou en tout cas, il est certainement possible d'avoir un marché avec très peu de contraintes. Donc, c'est tout à fait possible, sans une énorme organisation sociale ou sans un contrat social, qu'émerge quelque chose comme un marché concurrentiel. Ce que Hobbes a proposé, c'est une vision radicalement différente, en fait. Pour Locke, dans la nature, les individus vivent relativement paisiblement et peuvent s'adonner à un ensemble d'activités. Pour Hobbes, des individus parfaitement libres dans la nature seraient dans une situation de guerre de tous contre tous. Donc, la fameuse formulation de « l'homme est un loup pour l'homme ». Ce que Hobbes propose, en fait, ce n'est pas l'idée selon laquelle les individus seraient méchants, c'est simplement l'idée selon laquelle les individus seraient un peu craintifs et comme tout le monde recherche son avantage, comme tout le monde veut faire de sa liberté le maximum, c'est-à-dire veut s'assurer un maximum de bénéfices et de plaisir, bien, il va y avoir un conflit, il va y avoir une guerre perpétuelle pour s'accaparer en fait ces ressources-là. Donc, on a d'un côté une vision de la société dans son état naturel, sans État, sans organisation, qui est tout à fait paisible, et de l'autre côté, radicalement différente, un ensemble d'individus à l'état naturel, où c'est l'anarchie totale et la guerre perpétuelle. Donc, ce qu'on trouve intéressant du côté de Hobbes, en fait, c'est qu'il ne prend pas pour acquis que naturellement, on a une prédisposition à reconnaître et à respecter des droits individuels. Il va plutôt, en fait, essayer de trouver une justification et une explication pour laquelle on en est venu à reconnaître ces droits-là et à les respecter. Selon Hobbes, en fait, c'est simplement que chacun étant dans une situation de guerre de tous contre tous, se rend compte que ce qui est responsable de cette situation-là, c'est sa liberté totale. Et donc, chacun se met d'accord, en fait, via un contrat, pour limiter la liberté dont il dispose, mais pour la limiter d'une façon qui va faire en sorte que chacun, finalement, a une situation qui est plus favorable, qui est plus vivable que dans une situation où tout le monde a une liberté totale et où c'est la guerre de tous contre tous. Donc, c'est une différence qui est fondamentale et les libertariens ont eu tendance, en fait, à radicaliser la pensée de John Locke, à prendre justement cette intuition qui était chez Locke et à laisser tomber justement l'explication ou la compréhension de d'où proviennent ces droits-là et d'où provient notre motivation à les respecter. Donc, pour Locke, on n'a pas besoin d'explication, c'est naturel, alors qu'il semble que ce ne soit pas du tout naturel, en fait. Donc, c'est une explication qu'on trouve chez Hobbes qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ce qu'est une société et qui permet aussi de mieux comprendre qu'est-ce qu'une contribution sociale. Si je résumais votre livre en quelques phrases, pour créer de la richesse, il faut de la coopération, et pour coopérer, il faut accepter de voir sa liberté être minimalement contrainte. En fait, le problème dans l'état de nature hobbesien, c'est que chacun a une stratégie individuelle pour maximiser son utilité, pour faire de sa situation une situation aussi confortable que possible. Le problème, c'est que dans une situation comme celle-là, il n'y a pas de projet collectif qui est possible. Or, sans projet collectif, et par exemple le respect des normes est un projet collectif, c'est impossible d'aller beaucoup plus loin que simplement le fait de cultiver un jardin et de se protéger contre d'éventuels chapardeurs qui viendraient essayer de s'octroyer le produit de notre travail. Donc, le bien-être collectif, en fait, dépend de la qualité de la coopération qui va exister dans une communauté. Et la qualité de cette coopération-là dépend de deux choses. En fait, les objectifs qui vont être visés par la population et les règles que cette population-là va se donner de façon à atteindre ces objectifs-là. Donc, par exemple, si on souhaite limiter la congestion automobile et la pollution causée par les automobiles, bien, il faut se donner des règles, en fait, qui encadrent l'utilisation de la voiture, par exemple. Évidemment, chaque individu a intérêt à
prendre sa voiture chaque fois que c'est possible parce que les coûts marginaux sont très faibles et c'est plus confortable, on part et on revient quand on veut. Par contre, collectivement, ça crée un chaos ou ça crée en tout cas un problème majeur dans la mesure où on se trouve tous pris dans des congestions, on se trouve tous pris avec des problèmes de smog, etc. Donc, si on arrive à s'imposer des normes de coopération qui, par exemple, limitent l'utilisation de la voiture de différentes façons, on va collectivement avoir des bénéfices substantiels sous forme de pollution moindre et sous forme de congestion moindre. La coopération, ce n'est pas simplement se mettre d'accord sur quelles sont les normes qui seraient les meilleures pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, c'est aussi de trouver les bons incitatifs pour faire en sorte que les gens les respectent. Donc, on pourrait, par exemple, avoir des normes pour la préservation de l'eau. Quand il y a des canicules, on demande aux gens de réduire leur consommation d'électricité, par exemple, à heure de pointe, etc. C'est une norme qui est tout à fait compréhensible et qui est pleine de bon sens. Le problème, c'est que la motivation individuelle manque. Chaque individu fait ce qu'il pense être le mieux pour lui, mais collectivement, on crée des catastrophes, en fait, sans les avoir nécessairement désirées. On laisse beaucoup de place, en fait, à la droite ou en tout cas à certaines personnes qui sont très critiques des institutions qu'on réunit sous l'appellation du modèle québécois. Il n'y a pas beaucoup de défense, en fait, du modèle. On dirait qu'on prend pour acquis que le statu quo va demeurer et c'est ce qui a amené, en fait, à la production du livre. Critiquer une conception appauvrie de la juste part comme étant simplement l'œuvre d'un agent économique. Donc, vous contribuez et vous bénéficiez en termes économiques. Tout se calcule et tout devrait se compenser, ce qui n'a aucun sens, en fait, quand on y réfléchit 2 secondes. Cet épisode est une présentation du magazine Affaires universitaires publié par l'Association des universités et collèges du Canada. www.affairesuniversitaires.ca